C'est pas un métier, médecin. C'est quoi? Une espèce de malédiction. Quoi de neuf aujourd'hui, docteur? Mes yeux ne verront pas ce qui s'y passe. Ma langue taira les secrets qui me seront confiés. Voix de médecin, le podcast de témoignages de What's Up Doc qui vous emmène dans l'intimité de l'exercice médical. Ça a toujours été important pour moi de travailler plutôt en équipe avec du monde autour, mais c'est aussi dans la culture de la médecine moderne. Un médecin, il ne peut plus travailler 40 ans tout seul, à penser qu'il est le meilleur et à plus considérer qu'il a besoin de discuter de ses prises en charge. On ne peut plus considérer que ce qu'on a appris en 2000, en 2010, c'est encore valable en 2020 et ça le sera en 2030 ou 40. Il y a une nécessité et c'est une obligation d'évoluer. Julien Cabaton est anesthésiste réanimateur libéral dans une clinique privée à Lyon depuis 12 ans. C'est là que nous l'avons retrouvé alors que sa journée au bloc venait à peine de commencer. Avec lui, nous avons parlé de l'importance des confrères et des consoeurs, de syndicalisme et de la distance nécessaire avec les patients pour bien soigner. Allô ? Je suis au niveau de l'accueil ambulatoire. Vous prenez un couloir, vous allez passer des portes battantes, continuez. Ok, Il y a super. des fenêtres à un moment avec une cour intérieure. Voilà. Ah, je vous vois au bout du couloir. Merci beaucoup. Donc taille S, je pense, c'est bon, donc c'est comme moi. Il y a ça et puis ça. Là, vous allez avoir un bonnet comme moi. Essayez de bien mettre les cheveux entortillés. Quand j'étais à l'école primaire, au CE1, j'avais dû voir un reportage, je sais plus si c'était à la télé ou dans un magazine qui parle de greffe cardiaque. Et je sais pas si c'est le poids des images ou quelque chose comme ça qui m'a beaucoup fasciné de voir ces gens dans un bloc opératoire. Et effectivement, depuis cet âge-là, je commençais un peu à dire partout autour de moi, j'aimerais vraiment faire la même chose. Alors en l'occurrence, c'était faire de la chirurgie cardiaque. C'est pas la spécialité que j'ai choisie au final, mais ça date d'assez petit, quoi. Et dans les années lycée, quand je réfléchissais à quel travail faire plus tard, j'avais un peu du mal à me dire mais comment on fait pour se lever le matin pour aller faire des voitures ou s'occuper de trucs en bourse et tout. Et je me disais alors que si on peut s'occuper des gens et qu'en plus c'est son métier et qu'en plus on peut gagner sa vie avec ça, pourquoi faire autre chose, quoi. C'était un peu cette chose-là. Ouais. Du coup, c'est vrai que je me suis inscrit en médecine avec toujours ce truc en tête de la chirurgie cardiaque qui m'avait, je pense, fasciné depuis petit, m'avait du coup vraiment marqué. Dès la fin de la première année de médecine, on fait des stages infirmiers. Et donc là, tout de suite, j'ai voulu aller dans un bloc opératoire de chirurgie cardiaque. Et puis au fur et à mesure de ces stages, en 3e, 4e année, en allant dans ces blocs opératoires, je commençais à parler à ces personnes qui étaient derrière l'autre côté des champs opératoires, comme on dit, donc les anesthésistes réanimateurs. Et puis je voyais un univers avec pas mal de machines qui font bip-bip, beaucoup d'électronique, beaucoup de choses à gérer en même temps, tout ça. Je me disais, mais ça a l'air assez intéressant. C'est vrai que c'est quelque chose qui peut un petit peu fasciner, hein. Il y a un côté assez polyvalent de la spécialité, c'est un peu une spécialité touche à tout. Rien que pour l'exemple de l'anesthésie, mais je parlais pas, sans parler de la réanimation et du SAMU, c'est une spécialité, on va s'occuper à la fois des problèmes cardiaques, respiratoires du patient, des problèmes rénaux. Après, il y a aussi peut-être des histoires de personnalité, c'est un métier un peu de l'ombre, on va dire, hein. On est moins en avant qu'un chirurgien, on est moins en avant que d'autres spécialistes qui vont recevoir un patient en consultation, faire un diagnostic et puis après trouver un traitement, guérir le patient. Nous, on est plus un peu prestataire, mais c'est vrai que des fois, moi, je pense que c'est quelque chose qui peut me plaire aussi, de ne pas forcément être toujours en avant, parce qu'on peut l'être dans d'autres côtés de sa vie. Et du coup, ce tout que j'ai découvert au fur et à mesure des stages, moi, ça m'a très très vite convaincu et c'est un peu devenu une évidence, quoi. Là, on vous branche tous les appareils de surveillance pour surveiller votre cœur pendant l'anesthésie. Donc vous respirez tranquillement. Ça fait un petit peu picoter parfois la perfusion qui passe ou faire froid dans votre bras, hein, ça va s'atténuer. On va continuer bien comme ça. Faites des grandes inspirations. Voilà. Des fois ça sonne, mais ça ne veut pas dire qu'il se passe quelque chose de grave, hein. Ça reste une machine, c'est juste des interférences électriques, c'est tout. Donc là on injecte tous les produits au fur et à mesure. Alors, ils ont différentes durées, vitesses d'action. Ça commence un petit peu à planer là, on dirait, hein. Allez, faites de jolis rêves. On vous retrouve tout à l'heure. Avec une hanche toute neuve. Pendant nos travaux pratiques d'anatomie,
Dès qu'on est en première année de médecine, on va avoir des gens qui ont fait don de leur corps à la science, aux facultés de médecine, à des instituts d'anatomie qui sont conservés dans du formol ou autrement. Et puis pour apprendre l'anatomie, on va le regarder, le dessiner, tout ça. Donc c'est vrai que ça, c'est le vrai premier rapport au corps finalement qu'on a quand on commence médecine. Avant le corps vivant, le corps du patient et le côté intimité. Donc finalement, c'est un rapport hyper violent. Hein. Et moi, je me souviens, il y en a qui font des malaises, il y en a qui décident d'arrêter d'emblée. Et après, finalement, le premier rapport au corps du patient et tout, c'est un peu dans les premiers stages. Effectivement, moi, je me souviens où un de mes premiers stages, je crois que c'était en 3e ou 4e année de médecine, dans un service de gynécologie à Lyon. Le professeur, le médecin qui est là, qui examine la patiente, il fait l'examen et puis en demandant à la patiente si un étudiant peut participer à l'examen, il nous dit c'est pour nous apprendre à examiner la patiente. Si plus tard, petit, tu veux devenir gynécologue, tu ne vas pas apprendre à 30 ans. Et c'est vrai que du coup, il y a une gêne, parce que c'est là qu'on réalise qu'on a un besoin de rompre l'intimité de la personne pour bien s'en occuper. Et ça peut choquer, personnellement, par rapport à nos barrières là-dessus, ça peut choquer quand on le raconte à l'extérieur, mais en fait c'est nécessaire, quoi. Parce que quelqu'un qui aurait peur de toucher un corps ou l'intimité de quelqu'un, il va peut-être pas bien soigner ou dépister quelque chose chez son patient. Donc en fait, assez rapidement, en tout cas moi c'était mon sentiment, j'ai considéré qu'il fallait faire une espèce de coupure psychologique avec ce truc-là. On peut pas sans cesse s'affecter de la nudité ou de choses, parce que finalement c'est nécessaire pour être un bon médecin. Quand j'étais interne en anesthésie-réanimation, on a, je pense, une relation au corps humain qui est très différente des autres spécialités. Et en anesthésie, on est avec des corps endormis. On passe sa journée à faire des trous dans les corps, à mettre des cathéters, à mettre différentes sondes et tout ça. Donc en fait, je pense que la spécialité, elle entraîne forcément une certaine, ce que des gens peuvent appeler une froideur, mais une distanciation nécessaire pour bien faire les choses, quoi. Durant mon internat, effectivement, assez tôt en service de réanimation, on est confronté plusieurs fois par semaine au décès des patients, parce que c'est malheureusement le quotidien d'un service de réanimation. Mais il y a quand même une fois qui m'a bien plus marqué, on va dire. C'était une garde un 31 décembre, un réveillon du Nouvel An dans un service de réanimation à Lyon. Pas à minuit une, mais presque. Le SAMU nous avait amené un jeune patient de à peine 20-25 ans qui en fait s'était tiré une balle dans la tête et donc était dans mes souvenirs en mort encéphalique dès son arrivée. Et en fait sa mère est arrivée quelques heures après en pensant que son fils s'était cassé la cheville ou le poignet en faisant le réveillon du Nouvel An. Et en fait son fils, il avait visiblement déjà prévu de mettre fin à ses jours, il avait laissé une lettre et tout. Et ce qui est marquant, c'est de devoir annoncer la tragique nouvelle. Quand c'est quelqu'un de son âge, qu'on voit sa mère arriver, on s'imagine effectivement que cette mère qui arrive, ça pourrait être votre mère, quoi. Et du coup forcément on y pense à son chagrin et voilà. Ces choses-là, elles sont aussi très amplifiées par la fatigue, hein. Faut, je pense, vachement le signaler. L'anesthésie-réanimation, là, c'est vraiment c'est des travailleurs de nuit, hein. Et puis surtout en réanimation, entre guillemets, la double peine émotionnelle, c'est que au moment où on dit ça, on doit d'emblée penser à la suite. Pour un jeune de 25 ans qui est en mort encéphalique, mais dont le reste de l'organisme en entre guillemets bon état, c'est est-ce qu'il peut donner ses organes. Et en fait, même si on est fatigué à 4h du matin, qu'on a envie de pleurer, et que j'ai certainement dû pleurer à cette époque, on doit d'emblée parler de ça parce qu'on sait que l'acte de ce jeune homme, il va peut-être sauver 5 vies, quoi. Un cœur, les poumons, le foie, des reins et d'autres organes encore. Et que voilà, donc le job, c'est d'emblée y penser. Et puis il y a des façons de comment présenter les choses. Il y a des équipes qui organisent les greffes qui sont là tout de suite. Toute la charge de tout ça ne repose pas sur le médecin qui a tenté de sauver la vie du patient. Mais voilà. Et ça, je pense, c'était vraiment très très marquant dans mon internat, en tout cas en réanimation. J'ai commencé mon internat à l'hôpital public, comme tout le monde, où j'ai été, je pense et j'espère, très bien formé, où j'ai rencontré des gens qui m'ont appris beaucoup de choses et ensuite avec qui j'ai collaboré. Du coup, j'ai travaillé après mon internat 2 années au CHU à Lyon et assez bizarrement faire de la recherche. À l'hôpital, c'était hyper compliqué. On n'était pas aidés ou on nous laissait pas le temps de le faire et du coup, j'ai eu la chance en fait de trouver à Lyon une équipe où j'ai pu m'installer avec pas mal de collègues, chirurgiens, anesthésistes qui eux aimaient faire la recherche et qui avaient déjà mis en place toute une équipe
équipe, une structure pour justement aider à faire la recherche. Donc des statisticiens, des attachés de recherche clinique, des secrétaires qui vous aident pour toutes ces choses effectivement administratives mais qui sont hyper lourdes et chronophages et qui permettent quand on n'a pas trop s'en occuper tous les jours, tous les soirs, tous les week-ends, de vraiment se concentrer sur mettre en place une étude, trouver les patients, leur expliquer ce qu'est cette étude, leur demander. Et du coup, ça fait partie aussi des choses qui m'ont convaincu, moi, d'exercer en libéral dans une structure privée après mes études dans le public à Lyon. Il y a effectivement des grosses différences de rémunération entre être anesthésiste dans un hôpital public ou travailler en libéral, donc en établissement privé. Ça a clairement joué dans la balance, il ne faut pas dire qu'on ne pense pas à l'argent, ça ne compte pas et tout. Pour faire le même travail avec moins de contraintes administratives et en plus en pouvant faire des activités de recherche que j'avais du mal à faire finalement à l'hôpital public, je gagne mieux ma vie que si j'étais resté à l'hôpital public. C'est aussi un des trucs dans le système français qui est bizarre, c'est qu'il y a des différences de rémunération entre les médecins, même de la même spécialité, alors que médicalement le travail est le même. Il y a des choses assez hallucinantes. Il faut qu'on lui fasse remonter la tension, parce que des fois après l'induction, il y a une chute de tension. Il a eu des problèmes coronariens. Chez lui, il ne faut pas qu'on ait une tension trop basse. Donc on fait pas mal de produits différents pour que ça remonte, parce que c'est jamais bon pour le cœur ou le cerveau d'avoir la tension basse trop longtemps. C'est un peu notre obsession. J'ai refait 12, je l'ai fait dernier. Ça a l'air de remonter. Je pense pas qu'on puisse demander ce qu'on a un souvenir d'une chose qu'on n'a pas su faire, parce qu'en fait c'est au contraire, est-ce que un médecin il s'est déjà dit c'est bon, je sais tout faire parfaitement. Et à mon avis c'est ça le souvenir le plus dangereux et inquiétant à avoir pour un médecin, parce que je pense que tous les jours il faut se dire est-ce que finalement je fais bien ou pas bien. Donc c'est des fois, ça passe par aller poser la question à un collègue, dis donc, toi comment tu ferais ? C'est des fois dire, je pense que ce que je vais faire, ça va pas être bien, ou je maîtrise pas assez. J'ai plutôt demandé à quelqu'un que je connais de s'occuper de vous. Alors le fait de pouvoir collaborer avec des gens au quotidien, d'avoir des collègues à qui demander conseil, d'aller prêter main forte à un collègue qui a des soucis, moi c'est quelque chose qui a été aussi très important dans le choix de ma spécialité. Et je pense qu'assez rapidement, dès le début des études de médecine, j'ai toujours été attiré par la spécialité où on était plutôt dans des hôpitaux, des plateaux techniques, des cliniques et tout, où il y a une collaboration, que ce soit avec d'autres médecins, chirurgiens anesthésistes, avec des infirmières, avec d'autres professionnels de la santé. Et donc moi, ça effectivement, ça a toujours été important pour moi de travailler plutôt en équipe avec du monde autour. Tout simplement parce que je ne dois pas aimer être seul dans un bureau avec un patient et puis voir personne d'autre que les patients qui défilent, quoi. Ça, c'est personnel, quoi. Mais c'est aussi dans la culture de la médecine moderne qu'un médecin il ne peut plus travailler 40 ans tout seul à penser qu'il est le meilleur, à lire 3 revues tous les 6 mois qu'il reçoit dans sa boîte aux lettres et à plus considérer qu'il a besoin de discuter de ses prises en charge, voire d'être évalué par ses pairs. On ne peut plus considérer que ce qu'on a appris en 2000, en 2010, c'est encore valable en 2020 et ça le sera en 2030 ou 40. Il y a une nécessité et c'est une obligation d'évoluer. Quand j'étais chef de clinique et j'ai continué étant libéral, j'ai toujours été investi dans pas mal de choses à côté de l'exercice de la médecine. Donc il y a la Société Savante, la Société Française d'Anesthésie, où je suis investi plutôt dans son organisation. Et puis à côté, effectivement, pas mal de petites activités, de mener des études cliniques, d'essayer de rédiger des articles. Et je sais pas, à 30 ans, j'ai voulu apprendre le violoncelle. Donc j'ai pris des cours de violoncelle et je m'y suis mis. J'adore les langues étrangères, donc j'apprends plein de langues étrangères diverses et variées. J'achète un bouquin et tout ça. Donc je pense que c'est des tempéraments. Et voilà, après, il n'y a pas à dire si c'est bien ou pas bien, mais en tout cas, c'est plutôt une envie de faire des trucs à côté. Pour se sortir un peu peut-être à la fois de l'habitude, le train-train, mais également de charges de stress qu'on peut avoir des fois dans la spécialité. Et on a besoin effectivement de faire des trucs à côté pour prendre de la distance avec sa semaine de travail, avec des problèmes professionnels et tout. Donc moi, j'ai trouvé un équilibre comme ça. Et pas mal de gens, en tout cas dans cette spécialité, sont un petit peu comme moi. C'est en blouse blanche qu'ils ont quitté les couloirs de l'hôpital pour montrer leur ras-le-bol. Je vois les services se désertifier, je vois les chirurgiens pleurer. Quand je me suis installé, c'était le bonheur. Et maintenant, c'est l'horreur. Déjà, quand j'étais interne, j'ai toujours été intéressé et actif dans tout ce qui était syndicat d'interne. Donc, j'avais commencé au niveau local à Lyon. Et puis après, j'ai encore continué quand j'étais chef de clinique. Et là, ça a un petit peu monté en puissance parce que j'avais été président d'un syndicat national. Et quand je me suis installé en libéral, j'ai continué. Donc là, maintenant, je suis secrétaire général d'un syndicat d'anesthésistes libéraux qui s'appelle le SNARF. C'est peut-être aussi un peu une drogue, là.
On a du mal à se dire allez, j'arrête, je décroche, je fais pas. À la fois déjà se dire si personne le fait, qui le fera, parce qu'il y a toujours des choses à défendre, quels que soient les plans de défense. Là c'est sur l'exercice libéral de l'anesthésie, alors c'est sûr c'est un peu un truc hyper pointu, mais il y a pas mal de choses importantes. Participer au syndicat de médecins finalement, c'est s'intéresser à la santé publique, c'est pourquoi on va prendre telle décision, est-ce que c'est bien pour le pays et l'organisation de la santé dans le pays. Donc c'est un intérêt que j'ai toujours eu. Et du coup, je le traduis aujourd'hui en faisant du syndicalisme médical, quoi. Je crois que c'était en 2010-2011, il y avait une grosse grève d'internes et chefs de clinique, à l'époque où Marisol Touraine était ministre de la Santé. Et en fait, c'était beaucoup lié au fait que les mutuelles prenaient une importance financière de plus en plus importante en France, avec des cotisations qui faisaient que augmenter, exploser. Et en contrepartie, les gens étaient de moins en moins remboursés. Et finalement, il y a des choses où je trouve on est un petit peu hypocrite en France. On fait croire qu'on a un système qui est beau et tout, mais il y a encore des inégalités sur qui peut se payer telle ou telle chose en médecine en France ou pas. Et ça, c'est vrai que ce combat-là, alors, on avait fait une grève, on avait fait pas mal de rendez-vous, de lobbying pour ça. Malheureusement, la situation n'a pas forcément beaucoup changé, mais c'est vrai que je m'étais dit, ouais, il y a beaucoup de choses à améliorer encore. Contrairement à ce que beaucoup de politiques ou même des fois médias pensent, il y a beaucoup de grèves de gens dans la santé. La première préoccupation, c'est comment on continue à bien soigner les gens et à bien s'en occuper, que ce soit en qualité de soins, des fois accès financier et tout ça. Et en fait, quand parfois un politique va dire « Ah oui, les médecins ne veulent pas aller travailler dans tel territoire géographique ou je ne sais quoi » et présente ça comme une défense de privilège, et des fois quand un médecin dit qu'il ne veut pas aller travailler tout seul au fin fond d'un département, c'est aussi que c'est en pensant au patient, parce que des fois le patient, s'il fait 10 km et qu'il va aller dans un cabinet où il y a 3 médecins ensemble plutôt qu'un médecin tout seul, il va mieux prendre en charge les patients, parce que s'il a une pathologie compliquée, il a une urgence, le patient qui fait un infarctus, il aura un collègue à côté, ou alors il sera dans un cabinet où il y a une infirmière, un kiné qui vont pouvoir l'aider, qui vont organiser ça. Donc en fait, souvent on présente les grèves ou les mouvements sociaux de médecins comme des défenses de privilèges un peu archaïques. Et en fait non, au fond, quand on gratte un peu, il y a des vraies choses sous-jacentes, quoi. Et ça, malheureusement, les messages des combats syndicaux des médecins, leur présentation médiatique, je pense que c'est un combat perdu d'avance. Ça va ? Ça va. Bon, la nuit s'est bien passée ? Oui. Vous avez bien dormi ? Bon réveillé à 5h du matin. Ah là là, c'est dur, hein ? Ah ouais. Bon, vous allez pouvoir refaire une petite sieste du coup. C'est l'avantage, vous pouvez redormir autant que vous voulez. Vous avez mangé quand la dernière fois exactement ? Hier soir à 19h30. D'accord, pas de boisson, rien du tout dans la nuit ? Non. C'est parfait. Il vous opère quel côté le chirurgien ? Droit. À droite, on est d'accord. Donc on va vous mettre la perfusion. Ouais. Et puis après, d'ici un bon quart d'heure, on ira en salle d'opération vous endormir. D'accord. Je les frappe un petit peu pour les faire gonfler. Votre cardégique, vous m'aviez dit que vous l'avez arrêté il y a 5 jours, c'est ça ? C'est ça, oui. Parce que depuis 2001, depuis ces histoires d'angine de poitrine, vous n'avez jamais refait de problème, non ? Non. C'était... Petite cardie de temps en temps. Voilà, mais il n'y avait jamais eu de problème, de coronaire, de choses comme ça. Non. Allez, je vous retrouve dans pas longtemps en salle d'opération. D'accord. À tout de suite. Je pense que si un jour je devais être endormi, je serais très stressé. Parce que c'est assez horrible quand on connaît l'envers du décor de se retrouver de l'autre côté. Forcément, on interprète toutes ces choses-là. Parce que l'anesthésie, c'est une spécialité qui a un peu la culture de préparer la catastrophe. Elle s'est beaucoup calquée en France sur l'aviation civile et sur une culture de vérification systématique, répétée et poussée. C'est d'ailleurs une obligation légale. Et en fait, on fait ça et dans 98-19% des cas, tout se passe bien, comme un vol en avion. Mais on doit au cas où toujours prévoir si ça se passe au pire. Donc on a toujours à disposition dans n'importe quelle salle d'opération de quoi gérer un choc anaphylactique, un arrêt cardiaque. On a tous les produits qu'il faut. Mais toujours est-il que c'est des choses qui sont rares. Mais on a cette culture de la catastrophe imminente qu'il faut toujours prévoir pour qu'au moment où elle arrive, on soit capable de la gérer avec une certaine distance, voire une froideur, pour que justement ce soit bien géré. Il y a un monsieur que j'ai endormi et ce monsieur il a fait un choc allergique massif à un produit d'anesthésie, un curare. On sait que statistiquement ça arrive dans une vie d'anesthésiste. Dans son cas ça a été très difficile. Dans mes souvenirs, ce monsieur on a dû le masser pendant 30 ou 40 minutes. On a vraiment cru qu'il allait pas survivre et puis on l'a sauvé. L'opération qui doit avoir lieu, elle n'a pas pu avoir lieu puisque dès l'anesthésie il y a eu ce problème, tout a été annulé. Et ce monsieur, je me souviens qu'il est revenu plusieurs mois après, il est revenu me recontacter, il m'a dit je veux me faire opérer de l'opération qui était prévue, c'était une opération de l'épaule.
épaules parce qu'il avait des grosses douleurs, un gros handicap. Et il a dit, mais je veux que ce soit vous qui m'endormiez et personne d'autre. Donc moi je disais ça, j'avais les mains qui tremblaient en me disant on vous a raconté tout ce qui s'est passé, il m'a dit oui mais justement on m'avait sauvé la vie, donc ça, cette fois-ci c'est vous qui allez m'endormir à nouveau. Par chance, quand quelqu'un a fait un truc comme ça, on fait faire des tests, on sait précisément les produits à mettre ou à pas mettre et on a des alternatives. Mais le jour où j'ai dû l'endormir, même si j'ai pris toutes les précautions, ceinture et bretelles, j'étais quand même un petit peu comme ça. Et ça m'a marqué ce monsieur parce que j'étais moi-même surpris de la confiance que les gens ils peuvent témoigner alors qu'on se dit bon voilà. Et il m'a dit non mais c'est vous et personne d'autre justement parce que grâce à vous, je sais que j'aurais pu mourir et puis je ne suis pas mort. Donc j'y retourne et c'est avec vous et personne d'autre. Et ça c'est vrai que c'est assez touchant, quoi. Ça, on est content de faire cette spécialité dans ces cas-là. Alors au bout de 10-15 années de cette spécialité, je pense un des plus gros enseignements que j'ai pu en tirer, alors il est assez personnel finalement, c'est quand même une capacité à relativiser sur beaucoup d'épisodes de la vie, parce que l'anesthésie et la réanimation surtout, ça vous fait voir beaucoup de choses autrement. Puis du coup d'en apprécier d'autres, quoi. Parce que du coup, quand on arrive à relativiser sur des choses qui, peut-être à une époque, un certain âge, nous touchaient énormément, et du coup, à côté, on arrive à en apprécier d'autres qu'on voyait peut-être pas forcément avant d'avoir vécu ce que fait vivre la réanimation, des choses comme ça, quoi. Si aujourd'hui, je me parlais ou je voyais mon moi quand j'étais interne, je lui dirais « T'as bien fait de choisir cette spécialité », parce que c'est vraiment une belle spécialité où moi, je m'épanouis vraiment. J'aime beaucoup mon métier, j'ai du plaisir à aller bosser. C'est un bon choix, vraiment, no regrets. Voix de médecin est un podcast de What's Up Doc disponible une fois par mois partout où vous écoutez des podcasts. Si vous avez aimé l'épisode, partagez-le à vos proches et mettez-nous des étoiles. Le tournage, l'écriture et la réalisation ont été assurés par Margot Kefelec, le directeur de la publication c'est Mathieu Durand, la rédactrice en chef Alice Deschenaux et le rédacteur en chef adjoint Luc Angevert. Le générique est composé d'extraits du film Hippocrate réalisé par Thomas Lilti, du dessin animé Bugs Bunny et d'une archive de l'INA. À très vite.